Bonjour Cédric. Bonjour Nelly. Moi, je suis ravie de te recevoir dans ce webinaire pour le programme Le Relais à Touques. Donc, vous faites le montage, vous avez accompagné l'opérateur pour ce montage-là. On va laisser les gens arriver doucement et après, on démarrera tranquille. Une belle présentation commerciale, belle, en tout cas, je l'espère, je vais faire de mon mieux. Et ensuite, ce sera ta partie qui va être une partie plutôt fiscale. Oui. Quelques slides. J'espère que tout ça donnera envie. On a pas mal d'inscrits. Donc, je me présente. Je suis donc Nelly Merly. Je suis directrice de la filiale de commercialisation immobilier de M Capital qui s'appelle Good Property. Et je suis accompagnée aujourd'hui de Cédric Bermus, qui est avocat pour le cabinet Rivière. On fera une présentation tout à l'heure. Oui, avec plaisir. Bonjour à tous. Alors, quelques informations techniques sur ce webinaire. Il faut donc couper les micros. Vous pouvez poser les questions dans l'espace Q et R. On y répond en fin de webinaire ou on y répond directement sur le chat. Moi, j'aime bien quand les conversations, quand je peux couper les conversations et y répondre au fur et à mesure. Ça nous permet de ne pas perdre le fil. Ensuite, vous recevrez tous un lien pour revisionner ce webinaire-là en replay si vous n'en avez pas assez vu ou si vous avez été absent. Donc, quelques mots sur Good Property. Donc, Good Property a été lancé il y a 3 ans pour une commercialisation de biens immobiliers neufs en France. Donc, aujourd'hui, on s'est beaucoup dirigé ces dernières années sur de la réhabilitation, toujours en gardant nos mêmes valeurs, qui sont la mini-copropriété, pour essayer d'avoir une opération qui, avec un bon vieillissement et surtout un investissement pérenne pour vos investisseurs, essayer d'avoir des opérations équilibrées en termes de prix. Et là, en l'occurrence, sur des opérations en réhabilitation, que les opérateurs soient bien accompagnés par le cabinet d'avocats qui permet de bien cadrer les opérations. Je vais te laisser présenter le cabinet Rivière. Oui, merci Nelly. Donc, en 2 mots, très simplement, je suis avocat au cabinet Rivière Avocat Associé. Physiquement, on est à Bordeaux, on a aussi des locaux à Paris, on intervient sur toute la France. En quelques chiffres, le cabinet, c'est une 40aine de personnes, c'est 25 ans d'antériorité dans l'assistance et la garantie fiscale des opérations de restauration immobilière. Et jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 800 opérations accompagnées, voilà, avec effet de levier fiscal que nous garantissons. Donc, on intervient dès le montage de l'opération, tout au long de la réalisation des travaux. J'en reparlerai rapidement à la fin. On adresse annuellement des courriers d'aide à la déclaration, donc pour accompagner les investisseurs, justement, dans le respect de leurs obligations déclaratives. Et naturellement, ça fait partie de notre package, entre guillemets, en cas d'interrogation ultérieure de l'administration fiscale, 1 an, 2 ans, 3 ans après avoir payé. Les demandes sont à nous transmettre parce qu'on est là pour y répondre, parce que justement, on a tous les éléments pour y répondre et à partir de là, tout se passe bien. Vous êtes donc là pour les opérateurs, donc les accompagner dans le montage de ces opérations et les clients, oui. Pour les accompagner aussi juridiquement sur les investissements qu'ils font. Oui. Et alors, même pour être plus précis, nos clients sont les investisseurs. C'est avec eux qu'on a directement notre mission, c'est eux qui nous rémunèrent. Et parce que c'est la fiscalité des investisseurs que nous garantissons. Mais pour justement la garantir dans de bonnes conditions, on intervient dès le montage de l'opération avec l'opérateur pour réunir tous les éléments administratifs, faire la compilation et l'archivage, justement en prévision d'interrogation ultérieure pour avoir tous les éléments pour pouvoir y répondre dans de bonnes conditions. Et pour la sécurité des investisseurs. Ça marche, merci. Donc, je reprends la main un petit peu pour vous expliquer ce qu'est cette opération qu'on a choisie. C'est une opération qui est un ancien relais postal, qui est une architecture typique du secteur dans lequel on est. C'est une opération qui est à 700 mètres de Deauville, donc on est vraiment à proximité de ces 2 grandes stations balnéaires qui sont Trouville et Deauville. On est à 1 kilomètre de la gare, donc effectivement y aller à pied. Ça relie à moins de 2 heures de Paris. On a pas mal de commerces de proximité, on peut y aller à pied.
Et c'est un quartier très calme et résidentiel. C'était très important pour nous. C'est une opération qui a été faite pour que les appartements bénéficient de jardins. Donc là, je vous ai mis le plan de masse avec les jardins. Tous les appartements bénéficient de surfaces extérieures. Je vais les citer. On est entre les 28 mètres carrés et 80 mètres carrés d'extérieur, ce qui est plutôt pas mal, ce qui nous donne un logement un peu intermédiaire entre l'appartement et la maison. Donc, c'est un appartement avec des surfaces extérieures qui permet de bien profiter de l'extérieur. Les prestations sont des prestations plutôt de bonne gamme. On a des volets électriques sur des réhabilitations, ce n'est pas toujours le cas. C'est de la peinture lisse, évidemment. Les placards sont équipés. Il y a des kitchenettes, donc pas dans tous les appartements. Certains appartements, on va dire que c'est du semi-équipé. Quelques investisseurs préfèrent, eux, mettre de l'investissement dans les cuisines pour essayer d'avoir un appartement un peu plus cossu. Les cuisines que mettent souvent les opérateurs ne sont pas des cuisines très, très haut de gamme, mais ici, l'opérateur nous permet de faire des travaux modificatifs et d'avoir une cuisine un peu plus cossue. On est évidemment sur un chauffage électrique individuel et donc les jardins privatifs sont entièrement arborés et végétalisés. Dans chaque appartement possède un parking. Ça aussi, ce n'est pas toujours le cas sur de la réhabilitation. Là, on a pu en mettre. Donc, ce sont des parkings extérieurs. On ne va pas mettre un sous-sol sur ce bâtiment-là, ce qui permet d'avoir des appartements qui sont complets. La proportion de travaux, on est au-delà, à part sur le plus petit logement, mais on est au-delà de 70%. Donc, en termes de rentabilité, de performance et d'investissement, on est sur quelque chose de plutôt fort. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisi. Les prix au mètre carré sur cette opération varient entre 6 000 et 7 000 euros. On est un petit peu au-dessous du prix de Deauville, mais on est à Touques. Donc, c'est ça qui fait la différence, même si on est à 700 mètres. Donc, ça permet un investissement un petit peu moins onéreux à proximité de Deauville, donc avec évidemment les infrastructures que Deauville propose, avec une rentabilité qui va être plutôt une bonne rentabilité. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas d'étude de marché locative, elle n'est pas encore arrivée, elle est en cours, mais on prévoit d'avoir plutôt des bons loyers. Est-ce qu'il y a des questions sur l'opération? À savoir que chez Good Property, vous avez Élise qui vous accompagne tout le long de la vie de la commercialisation de l'opération pour vous donner tous les argumentaires qu'il faut et tous les éléments dont vous avez besoin pour présenter à vos clients. Je vais laisser la main au plus important, qui est le montage fiscal de l'opération. À toi, Cédric. Merci Nelly. Bon, c'est pas le plus important, mais c'est évidemment un point très important dans ce type d'opération parce que effectivement, ce qui est proposé, c'est l'immobilier, c'est le sous-jacent et la qualité du bâti et l'emplacement est primordial. Maintenant, ce n'est pas que l'immobilier, c'est l'immobilier avec effet de levier fiscal, et donc cette opération est éligible au déficit foncier. Donc l'objectif, c'est pas de vous noyer sous les concepts fiscaux qui guident un peu le déficit foncier, mais simplement vous donner 2-3 éléments de réflexion pour mieux appréhender cette notion et peut-être mieux conseiller vos prospects. Donc juste sur le rappel opération, mais très rapidement, parce que voilà, Nelly a tout dit, c'est une petite opération, on n'est que sur une dizaine de lots, on fait une restauration complète de l'immeuble, donc on reste dans de la restauration pure et dure, il n'y a pas de promotion, il n'y a pas de construction. Donc ce sont des travaux assez simples, entre guillemets. Maintenant, c'est pas mon job, évidemment, de traiter de la complexité technique des travaux, mais en tout cas, voilà, sur le papier, c'est une opération assez simple. Néanmoins, qui va se faire dans le cadre d'un montage en ASL pour permettre le bénéfice du déficit foncier.
Dans l'ordre des choses, je vais d'abord vous proposer d'aborder le déficit foncier, ensuite on parlera du montage en ASL. Le déficit foncier, c'est peut-être le régime fiscal qui permet le plus gros effet de levier fiscal. Techniquement, on prend les dépenses de travaux, on les impute d'abord sur les revenus fonciers de l'investisseur, puis si le montant des dépenses est supérieur à celui des revenus fonciers, alors on impute sur le revenu global dans la limite de 10 700 €. Et en cas d'excédent, alors celui-ci n'est reportable que sur les revenus fonciers, mais des 10 années suivantes. Donc normalement, il y a un qui se perd. On est sur un mécanisme justement de report sur 10 ans, ce qui est quand même assez conséquent. Donc, de te donner le profil type de l'investisseur qui investit en déficit foncier, c'est l'investisseur qui a des revenus fonciers. Qui a déjà des revenus fonciers. C'est une porte ouverte, mais c'est pour dire que si on devait faire déjà une première sélection, c'est quels sont mes clients qui ont des revenus fonciers pour essayer de voir quel budget on met dessus. Je te laisse continuer. Je t'en prie. Non, effectivement, c'est ceux qui ont déjà des revenus fonciers. Voilà, ça peut être des revenus fonciers d'opérations, enfin de biens qu'ils ont acquis au gré de leur propre prospection. Voilà, ceux de vos clients à qui vous avez déjà conseillé une ou deux Pinel. Voilà, aujourd'hui, ils ont peut-être le Pinel qui est en cours ou qui est fini, enfin l'avantage Pinel qui est en cours ou qui est fini, mais aujourd'hui, ils ont des revenus fonciers. Et voilà, les revenus fonciers, en termes de taxation, on est sur le taux marginal d'imposition, plus 17,2 de prélèvements sociaux. Ce qui veut dire que même un taux d'imposition à 30%, plus 17,2 de prélèvements sociaux, on est quasiment à 50% d'impôts, au sens large, sur le revenu foncier. Quand ils encaissent 100, il y en a 50 qui partent à l'État. Donc, c'est des revenus qui sont assez lourdement fiscalisés. Et justement, le déficit foncier va permettre de faire cette économie sur l'impôt qui aurait normalement été payé. Il y a les exemples chiffrés qui suivent juste après. Mais juste pour finir sur cette présentation de l'impact fiscal, il se fait l'année du décaissement. Et donc, en l'occurrence, c'est l'année du paiement par l'investisseur à l'ASL. Donc, dès l'adhésion, et j'en reparle à la fin, il y a un appel de fonds qui est fait à hauteur de 100%, ce qui permet à ceux de vos clients qui veulent défiscaliser l'intégralité du budget travaux de le faire dès leur adhésion. Maintenant, évidemment, l'ASL, elle ne verse pas 100% à tous les intervenants, mais c'est payé au fur et à mesure de l'avancement. Il y a une véritable sécurisation des fonds. Je reprends à la fin. Ça se passe comme dans le neuf, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure de l'avancement des travaux, l'ASL débloque l'argent oui. Au fur et à mesure des travaux, ce qui permet de maîtriser l'avancement des travaux. Oui, et c'est une porte ouverte aussi, mais c'est strictement nécessaire de procéder ainsi. On n'a pas été tout le monde d'avance à 100%. Donc, l'impact fiscal se fait l'année du décaissement. Et évidemment, l'effet levier fiscal n'est pas concerné par le plafonnement global des niches fiscales. Puisqu'ici, on est sur un dispositif de droit commun, on n'est pas sur une réduction d'impôt, on est sur une réduction d'assiette, et donc on n'est pas concerné par ce plafonnement global des niches fiscales. Juste un mot sur les conditions de mise en location. Le déficit foncier suppose la mise en location nue du bien, et pour dire les choses simplement, pendant au moins 3 ans, voilà, à compter de la réception des travaux. Ce qui pourrait permettre chez nous, dans le secteur dans lequel on est sur TOUC, de faire une location. Il faut que ce soit la résidence principale? Non. Pas d'obligation d'affectation à la résidence principale. On peut même avoir des cas, on a vu sur certaines opérations où, voilà, quand on est sur des investisseurs chefs d'entreprise, où c'est l'entreprise qui prend à bail le bien parce que, voilà, pour faire un logement de fonction. Pour un pied-à-terre. Voilà. Mais en tout cas, au-delà de ça, c'est simplement une mise en location nue du bien, d'une part, et pendant au moins 3 ans, ce qui veut dire qu'assez rapidement, malgré tout, l'investisseur peut décider soit de passer en location meublée et faire la location saisonnière, soit simplement de se garder en pied-à-terre. D'ailleurs, les deux peuvent se cumuler, location saisonnière et... Ce qu'il a dans ce secteur-là, à côté des stations balnéaires et aux porteurs. Oui. En meublé pour essayer de gagner en rentabilité locative et avoir bénéficié d'une fiscalité avantageuse sur ces premières années. Et justement, je préjuge de rien parce que l'étude locative, je n'ai pas connaissance non plus, mais généralement, en fin d'expérience, sur les cités un peu balnéaires comme ça, où il y a énormément de tourisme, justement, il y a globalement, pas une pénurie, mais voilà, des locations nues à l'année sont pas rares et les loyers sont plutôt élevés. Oui, enfin, du moins, on c'est le cas. J'attends la grille avec les montants, mais c'est plutôt ce qu'on m'a dit. Parfait. Du coup, voilà, un peu pour le mécanisme. Maintenant, des exemples chiffrés, parce que c'est plus éloquent. J'ai pris 3 lots différents. On va les faire tour à tour avec des profils d'investisseurs un peu différents et des hypothèses d'investissement un peu différentes. Là, le premier lot. Comment ? Tu as pris le plus petit lot. J'ai pris le plus petit, le plus grand et un moyen. Ouais. Mais c'est bien.
Le plus petit lot, donc le A01, d'un montant global de 183 000 euros, on a un montant de foncier, donc on achète le bien en l'état chez le notaire à hauteur de 64 000 euros, et ensuite on réalise les travaux par le biais de la SL à hauteur de 119 000 euros. Dans cet On n'en a exemple, pas parlé, pardon, je te coupe, pardonne-moi. oui, On n'en a pas parlé, peut-être que tu vas en parler après, moi j'aime bien en parler avant. Sur ce régime-là, sur le déficit foncier, les frais de notaire sont calculés sur le foncier uniquement. Ce qui nous permet quand même de ne pas faire trop grandir le budget global de l'investissement. Donc, on va avoir des frais de notaire de l'ancien qui sont calculés sur 64 000 euros sur ce lot-là. Uniquement, oui. Je te le confirme. Pardon. Je t'en prie. Du coup, 119 000 euros de travaux. Dans l'exemple, on a pris un investisseur avec 30 000 euros de revenus fonciers positifs annuels et un taux marginal d'imposition à 45%. Donc, on est parti sur une hypothèse d'investissement en 2022, parce que sur 2021, ça va être un peu compliqué vu les dates. Quoi qu'il en soit, dans l'idée, 119 000 euros de travaux qui va payer en 3 fois. 40 700 en 2022, 40 700 en 2023, et donc le solde, 37 600 en 2024. En 2022, il a donc 30 000 euros de revenus fonciers, moins 40 700 euros de travaux. Il a donc un montant de revenus fonciers imposables déficitaire de 10 700 euros qui va imputer intégralement sur son revenu global et donc ne pas avoir de déficit foncier reportable. Il va économiser dès 2022 un peu plus de 18 000 euros d'impôt sur le revenu et un peu plus de 5 000 euros de prélèvements sociaux. Les prélèvements sociaux donc, qui frappent uniquement les revenus fonciers, alors que l'impôt sur le revenu, c'est l'économie et des 30 000 euros de revenus fonciers et des 10 700 de revenus global. Donc, 40 700 euros euros de travaux payés dès 2022, un retour fiscal immédiat d'un peu plus de 23 000 euros. L'année suivante, la même chose. Troisième année, il ne paye entre guillemets que 37 600. Donc, il va imputer que 7 600 sur son revenu global et donc un impact fiscal annuel de 22 000 euros. En synthèse, on a lissé sur 3 ans le montant des travaux. On a pu imputer du coup 3 fois le revenu global, 2 fois à hauteur de 10 700, une fois à hauteur de 7 600. Et donc, on a un impact fiscal total de 69 000 euros qui représente, voilà, deux façons de le présenter, soit un peu plus de 58% du montant des travaux ou 38% du montant de l'investissement. Donc, c'est quand même un effet levier fiscal qui est très important. Il y a plus de la moitié des travaux qui sont financés par l'économie d'impôt et on a globalement plus d'un tiers de l'investissement qui, lui, est financé par l'économie d'impôt. Et généralement, dans ce type d'opération, c'est une démonstration. Et sur 3 ans. Oui, c'est une démonstration un peu. On est sur plutôt court. Oui, en 3 ans, voilà, il a tout épongé et il a vraiment le retour fiscal de son investissement uniquement sur 3 ans. Et donc, oui, ce que je voulais dire, c'est généralement sur ce type d'opération et de manière empirique, ce qui se démontre, c'est que l'investissement, il est payé en 3 tiers. Un tiers, c'est l'économie d'impôt. Un tiers, c'est les loyers recueillis sur la période. Et un tiers seulement, l'effort d'épargne de l'investisseur. Parce qu'on est sur l'immobilier avec effet de levier fiscal et qu'on est justement dans le cas des déficits fonciers qui permettent cet effet de levier fiscal assez important. Et encore, on n'a pas impacté donc la rentabilité locative des potentielles locations saisonnières qui permettraient d'avoir une rentabilité locative. Là, il n'y aurait plus d'impact fiscal, mais qui permettrait de financer le bien de façon efficace. Oui. Parfait. Donc, voilà un autre exemple. Deuxième exemple, le lot A10, cette fois-ci d'un montant global de 365 000 euros, un peu moins de 100 000 euros de foncier et 268 000 euros de travaux. Ici, c'est un peu pour montrer le mécanisme de report des déficits fonciers, parce que le montant de travaux, on ne le paye que sur 2 ans, à part égale. Donc, la première année, on a 50 000 euros de revenus fonciers, moins 134 000 euros de travaux. On a donc un revenu foncier imposable déficitaire de 84 000 euros qu'on va imputer à hauteur de 10 700 euros sur le revenu global, on est limité. Et donc, on a un déficit foncier portable de 73 300 euros. Quoi qu'il en soit, on retrouve un impact fiscal total dès 2022 de 26 810 euros. Ici, on est sur un investisseur avec 50 000 euros de revenus fonciers et un taux marginal d'imposition à 30%. Donc, on est parti sur un profil d'investisseur un peu différent. 2023, même chose. Et donc, on se retrouve à la fin de 2023 avec un déficit foncier portable total de 146 600 euros qui vont donc s'imputer les 3 années suivantes, 2024, 2025 et 2026. Et là, ce qui est important de noter dans la mécanique,
c'est que on ne peut imputer sur le revenu global que les années où on paye. C'est-à-dire que les années où on n'a que du déficit foncier en report, celui-ci, on ne va pas l'imputer sur le revenu global. D'accord, ok. Mais ce n'est pas une mauvaise chose parce qu'encore une fois, le revenu global, donc les 10 700 euros, on va neutraliser que de l'impôt sur le revenu, alors que lorsqu'on est en déficit foncier en report et que donc on n'impute que les prêts, enfin que les revenus fonciers des années suivantes, on va neutraliser et de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux. Donc ici, ce qu'il faut retenir dans cet exemple, c'est que même un investisseur avec un taux marginal d'imposition que, entre guillemets, à 30%, on a un impact fiscal qui va représenter 46% des travaux et on est toujours sur plus d'un tiers de l'investissement. Donc on n'est pas tenu, entre guillemets, par les investisseurs qui ont forcément des taux marginaux d'imposition à 41 ou 45%. Oui, Même oui. 30%, ça marche très bien. Oui, et puis à partir du moment où on a des revenus fonciers, même si on est sur une marge à 30%, ça matche aussi. Ça matche bien. Alors, on a une question. Si vous voulez bien, Eve, on va faire le 3e exemple chiffré et après, on pose toutes vos questions. Sans problème. Allez, hop. Et qui va se faire rapidement. Donc, ce 3e exemple, on est revenu sur un PMI à 45% avec 45 000 euros de revenus fonciers. Et ici, donc, un montant de travaux global de 253 000 euros, 77 000 euros de foncier et 176 000 euros de travaux. Les travaux intégralement payés dès l'année d'acquisition. Et donc, c'est pour mettre en avant justement le fait qu'on va se dégager ici un déficit foncier reportable dès l'année d'acquisition, qui lui va s'imputer sur le revenu foncier futur uniquement, et donc pas de nouvelles imputations sur le revenu global. Sans redérouler tous les chiffres, parce que après, voilà, la mécanique est toujours la même. Ici, on a donc un impact fiscal de 61% du montant des travaux et 43% du montant de l'investissement. Donc, encore une fois, très efficace. Là, on va être sur 4 ans. Par contre, on est d'accord qu'à partir du moment où on impute des déficits, il faut qu'on ait encore l'appartement que l'on loue nu. Ça a un peu coupé, excuse-moi. Je dis, on ne peut imputer ces déficits-là qu'à partir du moment où on continue à le louer nu. Alors, même pas forcément. La règle est qu'il faut louer le bien donc pendant au moins 3 ans. Ouais. Pendant longtemps, l'administration fiscale considérait que à partir du moment où on arrêtait de louer le bien ou on le vendait alors qu'on avait encore un déficit en report, alors on perdait le bénéfice du report du déficit. Ouais. Mais ça a été invalidé par le Conseil d'État et l'administration fiscale, c'était en 2018 ou 2019, je crois de mémoire, s'est rangée à cette logique, ce qui fait que quand bien même on a un déficit foncier encore en report, parce que si l'investisseur n'avait pas 45 000 euros de revenus fonciers dans l'exemple, mais seulement 30 000, je ne sais pas, j'ai une bêtise, et donc en N+5, il avait encore un déficit en report, il peut arrêter de louer le bien ou même le vendre sans perdre le bénéfice du report du déficit. Ouais. D'accord, ok. Magique. Très bien. Ça marche très bien. C'est bravo, super. J'étais plus restrictive. Le montage en ASL. Donc là, je vais poser la question que pose Eve. Donc, bonjour. En termes de sécurité d'investissement sur la partie travaux, quels sont les garde-fous présents? Est-ce qu'il y a un compte séquestre pour l'ASL? Contrat de CPI porté par le maître d'œuvre? Point d'interrogation. Prix de vente travaux ferme et définitif? Point d'interrogation. Une variation de prix travaux capé ou autre? Merci. Bien de rien. Non, alors pour répondre dans l'ordre des choses, garde-fou présent, il y a évidemment un compte séquestre pour la SL, et donc là, ça va être un peu le thème de la dernière slide. Le compte de la SL est ouvert dans les livres de la CARPA, donc est la caisse, en gros, l'équivalent de la caisse des dépôts et conciliation pour les avocats. Donc les fonds sont évidemment sécurisés, ils ne sont payés aux différents intervenants qu'au fur et à mesure de l'avancement. On prévoit au sein de la SL un teneur de compte, donc qui va faire le suivi financier de l'opération et qui va bien valider le fait que… Qui sera le teneur de compte? Le cabinet de tournée gestion. D'accord, ok. Donc, il y a un administrateur de biens professionnel, hein, mais un peu comme un syndic, dans l'idée où voilà, il va tenir la comptabilité et des adhérents, puisque c'est le teneur de compte qui fait les appels de fonds et les attestations de versement de fonds, et on fait les différents paiements au profit des différents prestataires au fur et à mesure de l'avancement. Donc, on a un teneur de compte qui tient la compta, les fonds sont sécurisés sur le compte de la CARPA, où là, c'est nous qui avons la signature, donc on ne décaisse rien sans la validation et du teneur de compte. Et aussi, on fait intervenir un architecte certificateur
qui, lui, valide techniquement les différents états d'avancement. C'est-à-dire que lorsque l'entreprise travaux va vouloir facturer un avancement de 20%, entre guillemets, on attendra le visa de l'architecte certificateur, donc qui, lui, est tiers à l'opération et pas en lien avec, justement, ni la maîtrise d'ouvrage, ni l'entreprise travaux, pour attester du fait C'est un tiers. voilà, pour attester du fait que justement, oui, l'entreprise travaux a réellement fait 20% d'avancement et donc elle peut facturer cet état d'avancement. Donc pour éviter d'avoir des appels de fonds, évidemment, complètement Loufoque. arbitraires. Ouais. Maintenant, dans le cas précis de cette opération, il n'y a pas de contrat de promotion immobilière, puisqu'elle n'a pas été montée comme ça. Effectivement, en temps normal, un contrat de promotion immobilière permet une garantie de bonne exécution qui permet justement de bloquer les dépassements de prix, et ainsi de suite. Là, ce n'est pas le cas. Après, voilà, on est sur une opération d'une dizaine de lots, une opération qui n'est pas trop difficile à appréhender normalement. Je peux évidemment pas vous dire le contraire. Il n'y a pas de garantie, on va dire, extrinsèque qui couvre le non-dépassement de prix ou des achèvements. Maintenant, voilà, on a quand même. Moi, j'ai vu les bilans. On a vu les bilans et je sais qu'il y a des aléas partout. Hein. Il y a des petites lignes d'aléas partout. Donc, ouais. J'allais dire, dans tous les cas, c'est sécurisé par justement la sécurisation des fonds eux-mêmes, par l'architecte certificateur qui fera qu'il n'y aura pas de facture qui sera payée alors que l'avancement n'est pas fait. Et il y avait un troisième point. Oui, et effectivement, comme tu le disais, alors j'ai plus mon temps en tête, mais au sein même de la SL, on prévoit un budget d'hiver, voilà, qui n'est pas démesuré, mais qui est un minimum substantiel quand même, parce qu'effectivement, on n'est pas à l'abri d'avoir un petit dépassement de prix ou quoi dans ce type d'opération. Et donc, en tout cas, c'est budgétisé dès le début et c'est mobilisable en besoin. Et naturellement, s'il n'y en a pas besoin, c'est restitué en fin d'opération. Et ce n'est pas du tout commercial de le dire, parce que régulièrement, sur nos opérations, voilà, on a des petites restitutions qui se font à la fin parce qu'on n'a pas l'intégralité du budget qui a été utilisé. Ouais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que sur des montages d'opérations comme ça, que ce soit avec le cabinet Rivière, moi, ou en interne avec M Capital, on regarde les dossiers dans le détail. La plupart du temps, on connaît les opérateurs, on sait que ce sont des gens sérieux, et on regarde les bilans avec donc tout un tas de petites lignes d'aléas pour essayer d'être, enfin, comme je dis souvent, un peu ceinture bretelle, c'est-à-dire qu'on ne veut pas qu'il y ait de soucis avec vos investisseurs qui sont aussi les nôtres. Donc, vraiment, on est très sécure là-dessus et voilà. Donc là, il y a des petites poches d'aléas un peu partout, donc il ne devrait pas y avoir de difficultés ou de hausse de travaux. Je sais qu'il a été démarré les appels d'offres, donc on est sur quelque chose de bien calé. Pour moi, on est en sécurité. J'espère qu'on a bien répondu à la question. S'il y en a d'autres, vous n'hésitez pas. Merci pour vos réponses très précises. Merci à vous. Avec plaisir. Je te laisse continuer. Oui. Du coup, juste un mot un peu sur le fonctionnement de l'ASL. Du coup, on est sur un schéma effectivement qui a fait intervenir une ASL. Les investisseurs vont acheter leur lot en l'état auprès d'un premier intervenant et vont se réunir en ASL pour, en fin de compte, devenir le maître d'ouvrage unique de l'opération. C'est l'ASL qui va contacter avec les différents intervenants et c'est l'ASL qui va justement aussi permettre de défiscaliser. Cette ASL, c'est notre cabinet qui se charge de sa constitution, puis de son secrétariat juridique annuel, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il y aura besoin, pour une raison X ou Y, de faire une délibération, une consultation, ou même simplement des points d'information, on s'en occupe. Donc, vous n'êtes pas lâché dans la nature. Enfin, vos clients ne seront pas lâchés dans la nature. Et l'adhésion, aujourd'hui, se fait de manière complètement dématérialisée. On a mis en place un site dédié, donc avec un code, où vous pouvez faire adhérer vos clients directement dessus. Et à un moment dans l'adhésion, il leur est proposé de renseigner l'adresse mail de leur conseiller pour que vous ayez le même niveau d'information et le même accès aux documents que vos clients. Donc, ce que tu es en train de dire, c'est que grâce à cette intranet, je ne sais pas bien comment appeler ça, grâce à cette intranet, on peut avoir les informations au fur et à mesure que le dossier avance, et y compris les conseillers en gestion de patrimoine qui ont conseillé leurs clients. Donc, du coup, on a une information qui est parfaitement transparente sur l'évolution des travaux. Voilà, accessible à tout moment, et justement, c'est l'intérêt. Donc, l'adhésion à l'ASL se fait une fois le compromis signé.
Donc, comme toute acquisition, il y a d'abord un compromis, puis une réitération chez le notaire. C'est dès la signature du compromis que votre client peut adhérer à la SL. Néanmoins, il deviendra membre définitivement de la SL qu'une fois l'acte réitéré, parce que c'est la qualité de propriétaire qui permet d'être membre de la SL. Et c'est une fois qu'on a justement l'acte définitif qui nous a été transmis que le teneur de compte fait donc l'appel de fonds à hauteur de 100% du budget. Ce qui permet à votre client de payer 100% dès l'adhésion, mais il peut aussi lisser sur 2-3 ans. Après, voilà, c'est à voir au cas par cas sur le moment où aussi il rentre dans l'opération, évidemment, pour ne pas mettre en péril les besoins de trésorerie justement de l'opération, parce que c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'il n'y ait pas de trou de trésorerie. Donc, en tout cas, c'est possible. Si c'est dans vos plans, n'hésitez pas à poser la question. On échange dessus, on avance de manière très ouverte et très transparente. Oui, si on a envie de faire plusieurs versements, oui, en principe, c'est possible. on peut le demander. Oui. En tout cas, dès la signature du compromis, votre client peut adhérer à la SL. Une fois qu'il a réitéré, il est définitivement membre et il paye son premier appel de fonds. Dès l'année suivante, en début d'année, on lui adresse un courrier qui lui rappelle qu'il va recevoir en temps utile un courrier d'assistance d'aide à la déclaration avec son attestation de versement de fonds, qui va lui permettre justement, dans le cadre de ses déclarations fiscales, voilà, simplement, il aura toutes les consignes qui seront données, de dire quel montant mettre en quelle case, et ainsi de suite, et donc il va pouvoir souscrire ses obligations comme ça. S'il refait un versement, donc la deuxième année, même chose, l'année suivante. Quoi qu'il en soit, l'ASL gère la réception des travaux et la liste des éventuelles réserves. On maintient l'ASL pendant l'année de parfait achèvement, au cas où il y a des choses justement à régulariser, parce que voilà, c'est une garantie légale. Quoi qu'il en soit, une fois cette année écoulée, l'ASL, elle, sa seule vocation, c'est la réalisation et le suivi des travaux. Donc, une fois l'année de parfait achèvement écoulée, l'ASL n'a plus de raison d'être, donc elle est liquidée, et donc ce sont les garanties légales classiques, voilà, de biennale et décennale qui prennent le relais, et éventuellement dans le cadre de la copropriété. Donc voilà, l'ASL, on va dire, elle a une vocation uniquement temporaire, donc pour porter les travaux et permettre leur bonne réalisation. Et tout se fait en lien donc avec nos cabinets via le site internet mis en place. Ok. C'est clair. Et j'ai pas de questions. C'est que ça doit être clair. Exactement. On continue? Normalement, on arrive à la fin. Ça y est, c'est fini déjà? Déjà. Donc, je vais vous laisser nous poser les questions que vous souhaitez. On va rester 5 petites minutes, voir si vous en avez. Si vous n'en avez pas tout de suite, ce n'est pas grave parce qu'on est de toute façon joignable tout ce qui concerne cette opération. Je rappelle que donc l'opération chez nous, chez Groupe Property, est en ligne depuis quelques jours déjà. On a un bon retour des clients sur ce projet-là. Élise est à votre disposition pour tout ce qui est argumentaire commerciaux ou précision technique sur l'opération. Fiscalement, c'est plutôt moi et Cédric. Si vous avez des questions, je les transmets à Cédric et Cédric, évidemment, y répond. Bon, ça a l'air d'être OK. Si on devait résumer fiscalement cette opération est dédiée aux investisseurs qui ont des revenus fonciers. Oui. Il est vrai que ça n'est pas cadré avec des garde-fous et autres pour tout ce qui est dépassement de travaux, mais c'est aussi, on va dire, l'essence même de cette opération où on passe chez le notaire, où on passe l'acte pour un foncier, c'est-à-dire que le notaire ne parlera jamais des travaux de cette opération. Donc, on passe l'acte et on devient propriétaire du foncier. Et je me permets de préciser parce que de toute façon, le vendeur du foncier, lui, n'interviendra pas dans les travaux. Donc, c'est simplement. Oui, c'est ça. Il ne vend que le foncier. Donc les deux sont vraiment très séparés. Donc, les notaires sont un peu accadrés là-dessus. Quand on a un notaire client qui n'est pas toujours informé de ça, moi, je suis là aussi pour accompagner les notaires de vos clients. Céline est là aussi, qui fait partie de mon équipe, qui est responsable de tout ce qui est ADV, tout ce qui est administratif. Donc, elle est là aussi pour ça. Donc voilà. Donc,
très efficace quand on a des revenus fonciers, très efficace financièrement parce que ça ne fait pas élever les budgets parce que les frais de notaire sont que sur le foncier. Après, il n'y a plus qu'à, c'est plutôt une opération qui est courte. Donc, on peut transformer ça en location saisonnière, surtout quand on est dans ce secteur. Voilà. Bon, j'ai essayé de donner du temps pour les questions-réponses. Il n'y en a pas. Donc, apparemment, je pense qu'on a été hyper clair. Oui. Bon, en tout cas, Cédric, à très vite. Je crois qu'on va en avoir un autre prochainement. Dans une autre région. Mais oui. Et je te souhaite une bonne journée. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Merci à tous et merci à toi. Bonne journée. Bonne journée.